à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce 21 mars, retour sur le rejet de la hausse du taux d'impôt à Nyon et l'analyse en plateau du municipal en charge des finances, Claude Huldry. On recevra également le syndic de Rolle, Denis Jacquet, qui se prononcera sur les avantages et les inconvénients à faire partie de la région de Nyon. Et enfin, une page consacrée à la journée mondiale de l'eau. Le 17 mars, lors des votations, les Nyonnais ont refusé par 73,67% la hausse de 4 points d'impôt voulue par l'exécutif. Une victoire que la droite veut modeste. Les réactions du comité référendaire contre la hausse du taux d'impôt au micro de Florian Cavalieri. Le contribuable a gagné. On peut dire que dimanche, le contribuable a gagné. C'est un message très clair qui a été donné aux autorités. Dans son communiqué de presse d'après-vote, le comité référendaire veut avoir le triomphe modeste. Pour lui, le refus de cette hausse d'impôt, c'est tout simplement la victoire du contribuable. Ils ont estimé qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'augmenter les impôts pour corriger la situation qui a été finalement instaurée par la gauche au niveau de la municipalité. Nous avons estimé que ce n'est pas aux contribuables de payer de réparer les pots cassés. Et le comité référendaire de poursuivre en demandant à ce que la municipalité gèle tous ses projets non prioritaires et revienne avec de véritables mesures d'économie au sein de l'administration. On a parlé peut-être du gel des embauches, en tout cas pendant un certain temps. On a des mesures on peut peut-être plus externaliser certaines tâches communales, surtout fédérer la région pour certains gros projets dont bénéficie aussi cette région. En refusant par 73,6% cette hausse de la fiscalité, les Nyonnais ont envoyé un message clair aux autorités selon le comité et cela place par là même l'UDC en position de force, notamment en vue des élections communales de 2021, car le parti briguera un siège à l'exécutif de la ville de Nyon. Absolument, nous jouons notre rôle de parti qui n'est pas représenté à la municipalité. Mais bien entendu, nous espérons un jour pouvoir avoir notre siège au sein de cette municipalité pour imposer notre ligne. Et cette ligne, c'est de défendre le contribuable et de présenter les mesures d'économie nécessaires pour ne pas avoir à augmenter les impôts. Mais bien avant cela, il y a les assises financières de la ville. Elles auront lieu ce week-end. Des assises qui arriveraient pourtant après le déluge, selon ces mêmes membres du comité référendaire. On va travailler à ces assises financières pour trouver des solutions. La municipalité veut consulter les acteurs économiques et les politiques. Donc c'est une très bonne chose, mais une fois de plus, c'est avant qu'il aurait fallu prendre le taureau par les cornes. L'UDC irait même jusqu'à plaider pour que ces assises soient organisées à chaque début de législature. En jetant les bases du futur de Nyon à long terme, ces assises permettront à minima aux législatives d'avoir l'impression de se faire entendre de l'exécutif. En gros, une sorte de catharsis. Une situation qui inquiète l'association de soutien à la hausse d'impôts Nyon compte. Les réactions au micro de Florian Cavalieri. Le résultat est sans appel. 3 Nyonnais sur 4 ne veulent pas payer plus d'impôts. Nyon compte, l'association de soutien à la hausse, en a pris acte, mais ne compte pas baisser les bras, notamment pour garantir les prestations sociales. On a fait une belle campagne, je pense qu'on a bien travaillé. On a tenté d'informer les gens. On était sur le terrain, on a essayé de faire des propositions constructives, d'expliquer ce qu'étaient les tenants et les aboutissants de cette hausse d'impôts. On va continuer, on va revenir avec des propositions. Surtout ce qui est important pour nous, c'est que les prestations ne soient pas... que ce ne soit pas péjoré. Nyon, ville de gauche au cœur d'un district de droite. Avec près de 74% de non, les votants n'ont pas suivi ni les Verts ni le PS, qui représentent respectivement environ 15 et 25% des électeurs. C'est toujours difficile de vendre une hausse d'impôt, c'est difficile de vendre n'importe quelle augmentation. Évidemment, les gens voient ce qu'ils ont dans la poche et puis ils se réfèrent à ça. Je pense que c'est plus une question de politique ou c'est plus une question de parti politique, c'est plus une question de gauche-droite, c'est une question, de ventre. Personne n'a envie de payer plus d'impôts et moi le premier, sauf que payer des impôts, ça permet d'avoir un retour, je le disais tout à l'heure, des prestations, des services, des investissements et la population a de la peine à faire ce distinguo. Autre enseignement de cette campagne, les indépendants ont retrouvé leur indépendance et à eux de compléter l'explication sur l'échec de cette hausse voulue par la municipalité en pointant du doigt la mésentente qui régnerait au sein de l'exécutif nyonnais. La municipalité de droite ne fonctionne pas. Il y a des dissensions et tout ceci est descendu en cascade dans le Conseil, a pollué le Conseil et aujourd'hui je pense qu'il est très très difficile de travailler
comme un groupe homogène. Alors, on a des positions sur des dossiers, je parle du parti indépendant, on va les garder et on s'exprimera à chaque fois au cas par cas. Quoi qu'il en soit, en dehors des querelles partisanes, c'est désormais 14 millions de francs qu'il va falloir trouver pour assainir les finances de la ville. La suite va être forcément extrêmement compliquée parce qu'il y a deux possibilités. Ou bien c'est une politique d'austérité et on va couper subventions, investissements, et partout où on peut couper. Et on n'arrivera pas à couper pour économiser 14 millions. Et l'autre solution, c'est d'augmenter la dette. Et quand on augmente la dette pour faire vivre le ménage communal, ça devient extrêmement problématique. Des assises financières doivent se tenir samedi prochain à Nyon. Autant dire que les propositions des référendaires sont attendues de pied ferme. Oui, on a des propositions à formuler. Oui, on va le faire. Et oui, on va écouter les référendaires. Alors, vraiment d'une manière très attentive. J'espère qu'ils auront beaucoup de propositions à faire. Organisées en présence des élus communaux et des représentants de la société civile, ces assises doivent poser les bases d'une réflexion sereine et commune sur le développement de la ville. Commentez ce vote avec le municipal en charge des finances, Claude Huldery. Bonjour. Bonjour. Dimanche dernier, lors du résultat des votes, la municipalité n'était pas présente. J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez vécu ces votations personnellement? Alors personnellement, effectivement, je ne m'attendais pas à un résultat aussi strict. Je crois qu'il faut remercier. Déjà trouver un comité de soutien pour une hausse d'impôts, c'était déjà fantastique. Mais je pense que, comme il a été dit dans votre reportage, ils ont fait un travail magnifique et on aurait pu s'attendre à un résultat moins sévère. Par contre, je pense, comme l'a dit M. Soldini, aujourd'hui, le contribuable a gagné, mais le citoyen, à court terme et à moyen terme, je pense malheureusement, n'a pas gagné. Vous le dites, un refus de la hausse de la fiscalité par 73,67%. Outre le fait que ce soit toujours difficile à faire passer une hausse d'impôt, vous venez de nous le dire, comment vous analysez ce résultat du côté du contribuable, justement ? Alors je fais un peu la même analyse qu'il a été dit dans votre reportage. Les gens de gauche, entre guillemets, se sont déplacés massivement pour soutenir leur future conseillère d'État. Mais malheureusement, quand on parle d'argent, comme l'a dit M. Wallon, c'est un autre sujet. Et une autre votation. Ces 4 points d'impôt supplémentaires auraient ramené 6 millions dans les caisses communales. C'est désormais près de 14 millions de francs qu'il faut trouver. Politique d'austérité, augmentation de la dette ou plus de rigueur dans la gestion des finances? Quel sera le choix de la municipalité? Non, alors je crois qu'on ne va pas faire un vote, enfin une réflexion sanction sur ce vote et tout de suite dire on va diminuer les prestations. Même si les référendaires le souhaiteraient, pour 2019, je pense que les prestations vont rester à l'identique. Je rappelle que le budget est sous toit depuis décembre 2018 et nous n'allons pas le changer. Il y aura malheureusement simplement moins de recettes dans la caisse communale et probablement plus de dépenses. Donc où est-ce qu'on fera ces coupes? Est-ce qu'il y a des coupes prévues ou non? Non, je pense qu'aujourd'hui, il est trop tôt pour dire ce que la municipalité va faire. Vous l'avez dit, il y a les assises ce samedi. On en attend quand même quelque chose. On attend surtout des pistes et des idées de la part des référendaires particulièrement. Et puis, où nous allons agir, c'est bien entendu pour le budget 2020. Même législature, mais deuxième référendum refusé par les Nyonnais et donc perdu pour la municipalité, avec la construction justement du foyer pour les requérants d'asile dont on s'en souvient. Les Nyonnais semblent finalement en désaccord avec la municipalité. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas forcément en désaccord avec la municipalité, mais en désaccord avec leur porte-monnaie. C'est toujours difficile, hein. C'est une boîte infernale, ces référendums, comme vous avez l'habitude de nous le dire. Mais est-ce que dans ces conditions et dans cette situation, est-ce que ça vous donne envie personnellement de continuer votre mandat ? Oui, bien sûr. Personnellement, ça fait 12 ans et demi que je suis à la municipalité. Subir 2 échecs et encore, est-ce qu'on peut appeler ça échec? Oui, ça donne envie de continuer, bien entendu. Donc pour vous, ce n'est pas un échec. Pourtant, vous avez défendu cette hausse d'impôts. Tout à fait. Mais non, ce n'est pas un échec, c'est un constat du peuple. Je rappelle quand même que la municipalité travaille avec le conseil communal en priorité. Et le conseil communal a voté cette hausse d'impôts d'une manière pratiquement unanime. Donc vous êtes toujours confiant et serein pour l'avenir de Nyon? Ou dans quelle situation est-ce que vous placez cette ville de Nyon à présent dans ce contexte-là? Alors je pense que malheureusement les référendaires vont amener la municipalité qui va nous succéder, et j'espère en faire partie, je vous le dis franchement, mais dans une situation relativement délicate au niveau financier. Je m'explique,
je pense qu'on aura effectivement des projets d'investissement beaucoup moins nombreux que par le passé, même s'ils sont nécessaires, et on aura des budgets très difficiles à mettre sous toit. Donc une solution concrète que proposerait le municipal en charge des finances, Claude Huldry, ça serait ? À court terme. À court terme. Alors, il n'y a pas de solution concrète toute faite aujourd'hui, mais je pense qu'un municipal des finances doit réagir et ne peut pas présenter un budget à moins 12 ou moins 13 millions pour 2020. Donc, réaction sur ces fameux 6 millions qui vont nous manquer, il devra y avoir de la part du municipal des finances et très probablement de la part de la municipalité. Et puis donc, vous l'avez dit, ces assises organisées ce samedi 23 mars, des assises financières, quel sera l'objectif, Claude Huldry ? Alors, l'objectif, de nouveau, il ne sera pas à court terme pour 2019, il sera probablement à moyen terme, c'est-à-dire dans les 3 ou 4 ans pour trouver effectivement des pistes. Alors, j'ai entendu aussi l'idée de faire des assises une fois par législature. Je pense que ça, c'est une idée que la municipalité peut tout à fait partager. Et si ça peut nous aider, comme il a été dit tout à l'heure aussi, à prioriser ces fameux investissements, bien que je rappelle, chaque année, nous présentons un plan des investissements et malheureusement, la COFIN ne s'y intéresse que peu. Prioriser ces investissements, lequel vous mettriez en avant justement à moyen terme alors, vu que vous insistez sur le moyen terme ? À prioriser ou... À prioriser sur les investissements. Non, mais je crois que ce n'est pas à moi de décider, c'est à la municipalité de décider quels sont les projets qui vont être priorisés. C'est un exercice qu'on fait ensemble une fois par année. Et je rappelle, nous avons priorisé 50 projets au mois d'août 2018. Ce n'est pas rien, 50 projets qui ont été mis au frigo. Merci Claude Huldry pour ces précisions et bonne suite à vous. Merci. Une aberration écologique, c'est ainsi que la maire de la commune voisine de Grilly, dans le pays de Jais, décrit le projet d'usine d'embouteillage d'eau prévu du côté de Divonne. Alors que les autorités de la ville viennent de signer un permis de construire, à terme 80 camions devraient transiter chaque jour par la douane de Chavannes. Les réactions au micro de Florian Cavalieri. Le sujet, c'est qu'on est en train de vouloir mettre en place une usine d'embouteillage d'eau minérale, alors que dans le pays de Gex, on manque d'eau potable, puisqu'on achète environ 1,4 million de mètres cubes d'eau par an aux Suisses, que cet été, on était on voyait bien que les niveaux des nappes phréatiques étaient au plus bas. Donc on a un manque d'eau potable, avec de part et d'autre de la France et de la Suisse, une population qui grandit. Donc on a besoin d'eau potable. Et puis la deuxième grosse problématique, c'est comment on transporte ces bouteilles d'eau qui iront vers l'export au Moyen-Orient. Alors revenons au début, justement, par rapport à ces embouteillages. Vous dites ce sont 400 millions de bouteilles par an qui vont être embouteillées justement à Divonne. Alors c'est ce que annonce et la mairie de Divonne, mais aussi l'embouteilleur qui s'appelle monsieur Patrick Sabaté, qui annonce donc 400 millions de bouteilles par an, qu'il souhaite envoyer vers le grand export, donc vers le Moyen-Orient et l'Asie, en bouteilles plastiques, et en même temps avoir une petite partie en bouteille en verre qui irait vers le marché de l'hôtellerie. Donc le souci, c'est que pour faire transporter cette eau, il nous annonce de lui-même 80 camions par jour. Donc 80 camions par jour, ça fait 160 allers-retours. Ça fait un camion toutes les 5 minutes. Donc comment est-ce qu'on les fait passer? Par la France ou par la Suisse? Et ce qui est étonnant dans ce cas-là, c'est qu'en fonction de l'interlocuteur, côté français, on nous dit « vous inquiétez pas, ça passe par la Suisse » et côté suisse, on dit « vous inquiétez pas, on va ouvrir une ligne de chemin de fer pour le faire passer par la France ». Donc la question est « mais où vont les camions ?» Et puis surtout, est-ce que si on fait passer par la France, donc par une ligne de chemin de fer, est-ce que cette ligne est déjà prête? Eh bien non, cette ligne n'existe pas. C'est l'ancienne ligne de chemin de fer qui allait de Divonne à Bellegarde a été démantelée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pistes cyclables qui sont dessus. Il y a aussi des projets de passer des bus autonomes et automatiques, donc d'utiliser comme axe, enfin colonne vertébrale pour faire de la mobilité douce. Et aujourd'hui, effectivement, ça paraît aberrant de vouloir rouvrir une ligne de chemin de fer avec un budget annoncé de entre 100 et 200 millions pour une hypothétique usine d'eau, alors qu'on pourrait mettre en place des bus à haut niveau de service, le tram dont on a extrêmement besoin entre la ville de Genève et Saint-Genis, qui n'avance toujours pas. Donc avant de faire rouvrir une ligne de chemin de fer pour transporter des bouteilles en plastique à l'autre bout de la planète, occupons-nous de transporter nos citoyens aussi bien côté suisse que côté français.
Et du côté suisse, le point d'entrée serait la douane de Chavannes. Or, ce sont déjà 20 000 véhicules qui entrent par jour en Suisse. Et oui, effectivement, et j'ai eu pour cela d'ailleurs un entretien avec le syndic de Chavannes, qui lui-même a fait un article dans le Gessien cette semaine et qui s'étonnait de découvrir par la presse que le transit allait passer par chez lui, sachant que c'est déjà un axe qui est extrêmement embouteillé, pour faire un mauvais jeu de mots, tous les matins. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour tout ça? Et en même temps, le fait de passer par un point, à partir du moment où c'est bloqué, on va voir tous les axes secondaires, aussi bien côté français que côté suisse, qui vont être d'eux-mêmes pris en raccourci pour essayer pour que les voitures puissent passer. Et donc, du coup, on va encore plus péjorer une situation qui est déjà dramatique. À noter que le sort de cette usine pourrait bien se jouer lors du prochain conseil municipal de Divonne-les-Bains qui aura lieu le 11 avril à huis clos. Du côté de Rolle, la droite lance un avertissement à la région. Les élus PLR et Verts libéraux se sont montrés sceptiques mardi soir lors du dernier conseil communal face aux bienfaits de la région de Nyon. On en parle avec le syndic de Rolle, Denis Jacquet. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Rolle va quitter la région de Nyon? J'espère pas. Tout simplement, c'est dit, la municipalité est tranchée et décidée. En tout cas, une bonne partie de la majorité de la municipalité est pour rester à région de Nyon. Je crois que les éléments se trouvent dans la réponse qui a été faite à ce postulat. Ce postulat a été lancé par le conseiller communal vert libéral Jean-Pierre Roland qui demandait justement à la municipalité de se prononcer sur les avantages et les inconvénients d'être membre de la région de Nyon. Si Prangin venait à quitter le navire, là les choses se corsent. Oui, ça serait évidemment un signe d'ouverture d'une possibilité que les Rollois sortent également, puisqu'on verrait évidemment une double décision des Pranginois, à la fois par son conseil et à la fois par sa population, de ne pas rester dans la région de Nyon. Et ça offrirait évidemment des arguments à ceux, à Rolle, qui souhaiteraient peut-être ne pas y rester. Lors du vote sur l'approbation de la réponse à ce postulat, le clivage droite-gauche était très clair. 26 non du côté de la droite et du côté de la gauche, acceptation avec 21 oui. Comment vous analysez ce résultat du vote? Très partagé, apparemment. Évidemment, j'étais un peu surpris parce qu'évidemment, il y avait unanimité, en tout cas à la droite du Conseil, de ne pas vouloir accepter cette réponse qui pourtant apportait à la fois des éléments positifs et à la fois des éléments négatifs, qui se voulait une réponse objective. Donc c'est une grande surprise pour moi, même si je peux comprendre que, évidemment, compte tenu de ce qui pourrait se passer par la suite, il était peut-être de bon ton pour la droite de ne pas accepter cette réponse et d'attendre pour voir. Du côté de l'exécutif, vous avez donc pondu ce rapport, ce document de 8 pages. Dans les grandes lignes, les avantages et les inconvénients, c'est? Alors, dans les avantages, évidemment, c'est l'union fait la force. On fait partie d'une région, restons groupés pour faire valoir les projets, la coordination de ces projets, et bien sûr de partager un territoire commun, avec des intérêts souvent communs, notamment pour le transport et la mobilité, et puis bien sûr de continuer à dialoguer. Pour les inconvénients, évidemment, c'est une couche de démocratie supplémentaire, c'est un éloignement à la fois des citoyens et des organes délibérants lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. C'est une incompréhension aussi par le fait que toutes les communes ne font pas partie de région de Nyon, donc un sentiment d'injustice. Voilà, donc, et puis bien sûr, les inconvénients, c'est quand même une charge supplémentaire pour les politiques de devoir participer aux conseils intercommunaux, d'augmenter au fond les sujets à traiter, puisque évidemment, on va traiter des sujets qui sont loin de notre propre territoire. En gros, c'est ça, mais évidemment, il y a beaucoup plus d'arguments sur la réponse du postulat. Et en préparant cette émission, vous me parliez d'un problème de communication. Lequel? Mais oui, parce qu'évidemment, d'abord, il faut que les gens s'intéressent à ce qui se passe dans la région. Et ça ne se fait pas naturellement. Et la communication, elle doit se faire par transit par rapport à ceux qui participent au conseil intercommunal. Et puis, évidemment, c'est toujours la même question. Quand on doit transmettre un message, il se dégrade. Et puis, peut-être à la fin, il devient incompréhensible pour ceux qui devraient le recevoir. Et puis, bien sûr, pour la population, c'est quand même... c'est loin de son champ d'intérêt. Et évidemment, il faudrait encore communiquer de manière beaucoup plus
précise et dynamique peut-être pour les citoyens, pour que les citoyens se sentent concernés par Région de Nyon, et peut-être pas seulement les politiques. Et pour revenir sur votre avis tranché, puisque vous disiez que Prangin doit faire partie de la région, mais aussi Rolle, en tout cas c'est votre avis. On a parlé des avantages, donc pour donner une idée aux citoyens d'avantages concrets dont bénéficie Rolle, ça serait lesquels ? C'est le partage en permanence des idées, le partage des projets, notamment dans le transport et mobilité, parce que je crois que ça c'est un axe très important de coordination entre la région et les communes. Alors, si les citoyens ont besoin de transport, et je crois que ça c'est quelque chose d'acquis, évidemment, en passant par la région, on est beaucoup plus fort. On le voit aussi pour les dialogues avec les CFF, pour les sorties d'autoroute. Donc, une région qui se mobilise en restant groupée est bien plus forte que l'intérêt de communes disséminées. Et puis, puisque je vous ai sous la main l'occasion de terminer sur une touche festive, puisque le printemps arrive et aussi avec lui les 700 ans de Rolle, avec une première date, le 5 avril, qu'est-ce qu'on pourra y découvrir ? Alors, le 5 avril, c'est le lancement, au fond, des festivités. Vous allez pouvoir découvrir le château de Rolle, éclairé avec une immense fresque lumineuse et avec un dialogue. Et bien entendu, on retrace l'histoire de la ville, la création de la ville, toute son histoire assez riche jusqu'à nos jours. Et ce sera un spectacle son et lumière que nous espérons rencontrera l'intérêt de la population. On espère bien entendu qu'il fera beau et puis que... Voilà. Et puis on partagera bien sûr le verre de l'amitié pour relancer ces festivités avec la population. L'appel est donc lancé. Denis Jacquet, merci d'avoir été avec nous. Voyager au fil de l'eau, réaliser des expériences scientifiques et déguster différentes eaux à travers un parcours ludique. Telles étaient les activités de Mission Protection de l'eau. L'après-midi de sensibilisation organisée par la ville de Nyon du côté du musée du Léman pour marquer la journée mondiale de l'eau. Eh bien, c'est une journée extrêmement importante à l'échelle du monde parce que ça permet d'attirer l'attention de tous sur une problématique qui nous touche tous les êtres humains de cette planète, à savoir la question de l'eau. Et c'est une journée qui peut avoir différentes significations en fonction du lieu où on se trouve, parce qu'en Suisse, on va plutôt parler de problèmes de gaspillage, de problèmes de pollution, tandis que dans d'autres pays du monde, ce sera plutôt un problème d'accessibilité à l'eau, même si les problèmes de pollution sont toujours présents. Alors là, on est au musée du Léman. Évidemment, le Léman, c'est la plus grosse réserve d'eau d'Europe occidentale. Qu'est-ce qu'il représente exactement, ce lac Léman ? Il représente une richesse extraordinaire pour notre région. C'est plus de 900 000 personnes qui boivent son eau. C'est plus de 80 millions de mètres cubes qui sont pompés chaque année dans le lac, avec 11 stations de pompage, dont 9 du côté suisse. Et en même temps, c'est un écosystème qui est fragile, qui peut être sujet à des pollutions, qui peut être en danger. Et donc il faut qu'on se rappelle toujours qu'il faut le respecter, qu'il faut le protéger, parce que sinon c'est plus de 900 000 personnes qui vont le ressentir dans leur vie quotidienne, et puis aussi tous les êtres vivants qui vivent du lac et qui vivent dans le lac. Et puis là, il revient de loin, ce lac Léman. On se souvient dans les années 80, eh bien, le lac était en train de mourir. Absolument. Des années 60 aux années 80, avec des problèmes de phosphate, on pensait que le Léman allait vraiment mourir. Et puis c'est pour ça que le Léman est pour nous un cas d'école, parce que c'est des problèmes qu'on a quasiment réglés. On considère aujourd'hui que le lac est convalescent et qu'il n'est plus en danger de mort. Et ça, c'est grâce à la mobilisation à la fois citoyenne et politique. On a mis tous les acteurs autour de la table, notamment dans la Commission internationale de protection des eaux du Léman, la CIPEL, qui est à Changin, et qui a permis d'interdire les phosphates dans les lessives et de faire construire des stations d'épuration. Il faut continuer de le surveiller, ce lac Léman, et puis ça passe notamment par l'information auprès des plus jeunes. Je suis avec vous, vous êtes le responsable adjoint des aquariums du musée du Léman. Alors, comment elle se porte, la vie animale dans le Léman ? Alors, la vie animale, à savoir dans le Léman, on peut compter quand même 32 poissons, 32 espèces de poissons. 21 sont indigènes et puis les 11 autres sont des poissons introduits. Parmi ces poissons introduits, on peut retrouver la blénie fluviatile, qui est un petit poisson prédateur qui a été introduit depuis 2010 et qui cause des dégâts envers d'autres espèces car elle mange les œufs puis d'autres petits alevins. On peut trouver aussi le silure qui peut être une menace pour la concurrence face à un brochet
Il a un appétit aussi très vorace et c'est un très grand prédateur pour la plupart des espèces, des petites espèces fourrages qu'on peut trouver dans le lac. Au musée du Léman, vous organisez aussi des ateliers justement en direction des enfants, les 8-12 ans, pour les sensibiliser justement à cette journée internationale de l'eau. Voilà, alors dans ces différents ateliers, en fait, on fait différentes expériences. Alors on va les sensibiliser un peu à la nature, à l'eau, qu'est-ce qu'est l'eau, est-ce qu'elle est vivante, est-ce qu'elle est morte. Alors d'abord la première expérience, c'est on leur fait comprendre qu'il y a l'eau est vivante, il y a le phytoplancton, tout ce qui est à base végétale qu'on peut trouver dans le lac, pour ça que des fois l'eau est un peu verte, c'est le phytoplancton, qui va se faire manger par du zooplancton. Et là justement c'est la première nourriture des petits poissons, des alevins vont se nourrir du zooplancton. Voilà, c'est un peu une initiation à la biologie. Lionel Gauthier, je reviens vers vous parce que vous avez eu une très bonne nouvelle récemment concernant le futur du musée du Léman. Oui, effectivement, le tribunal cantonal a donné raison à la ville de Nyon pour l'établissement du plan de quartier qui était contesté par des voisins. Et donc c'est une belle nouvelle parce que ça nous réjouit, on va pouvoir aller de l'avant, même si on ne crie pas victoire trop vite, parce qu'il y a encore un délai de 30 jours pour les voisins pour faire opposition à ce jugement et aller au tribunal fédéral. Bref, Léa Sprunger renonce à organiser la Romande d'énergie Rhône, le semi-marathon populaire qu'elle lançait il y a 6 ans. Un nouveau règlement cantonal a fait presque tripler la facture en passant de 18 000 à 52 000 francs. La double championne d'Europe promet de revenir dans 2 ans avec une course incroyable. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien.